Salut et bienvenue sur le podcast Take It Zen. Je suis Elodie Cruignot, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Et salut! Bienvenue sur ce nouvel épisode de la saison de l'été. Vous vous apprêtez à écouter l'interview de Safia Gourari. Elle nous y livre son parcours et comment, avec un caractère timide et réservé, elle a créé une entreprise florissante, porté sa voix et accompagne les femmes à entreprendre avec douceur et respect de soi. Bonne écoute! Safia, je te remercie d'être là. Vraiment. Grand plaisir. Un honneur pour moi, ça fait très longtemps que j'écoute ton podcast, que tu m'inspires et j'adore ta vision des choses, donc j'ai été vraiment ravie que tu acceptes d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai accepté parce que j'étais alignée au message, tu vois, principalement. Je pense que pour le coup, effectivement, nos visions se ressemblent pas mal. Ouais, c'est le sentiment que j'avais aussi. On va confirmer ça aujourd'hui. L'idée, bien écoute, c'est d'en connaître plus et que les femmes qui nous regardent en connaissent plus sur ton parcours. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà d'une manière générale et après on ira plus dans le détail? Ouais. Alors du coup, je suis mentor en business de manière générale, mais avec quelques spécialités. Ma motivation, ma mission première, c'est d'aider les femmes à devenir indépendantes financièrement grâce à un business en ligne. Donc à partir de cette mission-là, je crée des programmes et du contenu autour du podcast parce que je trouve que c'est un super outil pour gagner en visibilité. Et ensuite, à tout ce qui est en rapport avec le marketing et la vente, parce que c'est des sujets que j'aime beaucoup, mais qui font aussi très peur. Donc j'aime bien apporter ma vision de ces aspects-là et comment les intégrer finalement à soi pour les exploiter au maximum et développer un business qui soit rentable. Ok, très bien. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton parcours au moment de tes études, tes premiers postes? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Et dans quel état d'esprit tu étais? Ouais, alors je suis juriste de formation. J'ai fait une fac de droit, j'ai fait aussi un MBA, j'étais spécialisée en droit des affaires. J'ai travaillé en tant que juriste d'entreprise pendant un peu moins d'un an. Mais en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était un métier qui ne m'animait pas du tout, en fait, dans lequel je m'ennuyais, où il y avait vraiment zéro plaisir. Mais j'avais pas encore d'idée, si tu veux, de quoi faire à la place. Donc, bon, j'ai continué. Puis, en parallèle, j'avais créé un blog qui était initialement un blog lifestyle et qui me permettait de partager du maquillage, mes voyages, des astuces d'organisation, un peu de tout. Puis au final, c'est ce blog-là qui m'a permis de découvrir le web et toutes les opportunités que ça apporte, comment tu monétises un site, etc. Et je me suis dit, mais ça, c'est passionnant. Et je sens qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, du coup, quand j'en ai eu l'occasion, j'ai quitté mon job de juriste pour tenter, du coup, l'aventure. Mais dès le début, si tu veux, je savais que ça allait être assez difficile de vivre que du blog et que j'allais avoir besoin de diversifier mes revenus. Donc, je conservais une activité de blogueuse puisque jusque 2019, j'ai eu des collaborations avec des marques, des partenariats. Et à côté de ça, en 2017, j'ai lancé mon premier produit digital qui était un e-book qui apprenait aux blogueuses à générer du trafic de Pinterest vers leur site pour ensuite le rediriger vers leur liste d'emails, etc. Donc, ça a été mon premier infoproduit. Donc, j'ai jonglé, si tu veux, avec les deux jusqu'à la fin de l'année 2019 où je me suis dit que concrètement, en faisant deux choses en même temps, j'exploitais rien pleinement. J'étais à fond dans aucun projet et ça m'allait pas. Donc, je me suis posée, je me suis dit, OK, comment tu te vois dans 3 ou 5 ans? Est-ce que tu te vois encore faire ça? Parce que certes, c'est cool d'avoir cette activité de blogueuse. Je rencontrais plein de gens, j'allais à des événements, je voyageais et tout. C'était très, très fun. Mais pour autant, je me voyais pas le faire sur le long terme. Donc, j'ai décidé de m'orienter exclusivement sur l'aspect entrepreneuriat de mon activité. Et donc, dès 2020, j'ai démarré comme ça, et ce qui était une bonne chose, puisque le confinement est arrivé après, que je n'aurais pas pu continuer, tu vois, l'activité secondaire. Donc, du coup, depuis 2020, je suis full-time sur cette activité-là. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as une idée quand tu as fait tes études de juriste et ton premier poste, de pourquoi tu t'es dirigée vers là? Et est-ce que ça a été difficile pour toi de te dire, peut-être que je me suis trompée ou peut-être que c'est pas une erreur, mais en tout cas, il faut changer? En fait, j'ai choisi la fac de droit parce que quand j'ai eu mon bac, je ne savais pas ce que je voulais faire comme métier. Et quand tu es au lycée, on te parle tout le temps de débouchés. Prends un truc où il y aura des débouchés. Voilà, c'est un mot qui te hante. Et je m'étais dit, je vois mes amis qui partent en fac de droit, je vais faire pareil. Puis de toute façon, avec la fac de droit, après, tu as plein de débouchés. Tu vas pouvoir pivoter à un moment donné. Donc, de base, déjà, j'ai jamais eu l'étincelle, j'ai jamais eu l'envie de devenir avocate, de devenir juriste ou quoi. Mais je me suis dit, par défaut, je vais prendre ça. Puis finalement, je suis restée parce que je me suis dit, tant qu'à faire, c'est là.
Donc, je suis arrivée jusqu'au bout. J'ai pas eu de mal du tout à arrêter, si tu veux, cet aspect-là. Pour autant, je suis quand même contente d'avoir été jusqu'au bout. Et surtout, je trouve que ça m'a vachement apporté d'un point de vue réflexion, tu vois, structure. En fait, ça m'a apporté énormément de cadres que je remets encore aujourd'hui, si tu veux, dans mon activité. Et il y a aussi des connaissances. Bon, certes, c'est un domaine qui évolue beaucoup, mais il y a des connaissances que j'ai encore, tu vois, comme j'étais en droit des affaires et que je faisais notamment des contrats, bah, c'est des choses que je peux faire aussi dans mon activité aujourd'hui. Donc, si tu veux, je m'en sers comme bagage. Mais l'idée, c'était principalement de me dire, je teste le web, est-ce que ça peut m'apporter? Et dans tous les cas, si ça marchait pas, j'étais prête à y retourner, tu vois. Je m'étais dit, j'ai des bagages et je suis pas non plus, je repars pas de Ça zéro, quoi. permet de se lancer dans l'entrepreneuriat enfin dans le web là, à ce moment-là, sans prendre trop de risques en fait finalement. Exactement. Et justement, du coup, est-ce qu'à ce moment-là, tu te souviens s'il y avait des peurs, enfin, dans quel état d'esprit tu étais? Ouais, bah, ça me faisait flipper, d'autant plus que ma famille n'était pas du tout d'accord avec cette décision. Donc, ils étaient un peu en mode, mais elle devient folle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle arrête et qu'elle va faire je ne sais quoi sur Internet? Puisqu'à ce moment-là, personne ne comprenait ce que je faisais. Et même moi, je n'avais même pas de définition concrète, si tu veux, de ce que j'étais en train de faire. Donc, il y a déjà l'incertitude de ton côté, les craintes et la pression de tes proches qui s'ajoutent. Donc, c'est sûr que c'est pas facile. Pour autant, j'ai eu la chance d'avoir un compagnon qui m'a toujours soutenue et encouragée à aller vers ce qui me tentait. Du coup, en fait, c'est beaucoup lui qui m'a poussée, tu vois, et aidé à me dire, OK, je tente le truc, même si effectivement, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, je ne sais pas si ça va marcher, mais en même temps, je sens au fond de moi qu'il y a un truc, tu vois, que je peux exploiter quelque chose par là. Donc, du coup, il y a quand même eu cette dualité qui a duré un petit moment parce que j'ai pas été rentable tout de suite, en fait. Il y a eu plein de mois au début où, en fait, il y a eu plusieurs années, 2 années où les revenus étaient assez irréguliers et incertains. Il y a eu plein de fois où si j'avais pas mon compagnon, j'aurais jamais pu payer mon loyer, tu vois. Donc il y a eu tout cet apprentissage où je pense qui m'a forgé aussi et qui m'a permis, mine de rien, tous ces jours, toutes ces semaines, tous ces mois où j'ai pas forcément eu un chiffre d'affaires assez rentable pour vivre. En fait, à chaque fois, j'ai appris des choses et je suis persuadée qu'aujourd'hui, bah, c'est ce qui m'aide en fait à avoir la position que j'ai, le business que j'ai, c'est parce que j'ai eu la possibilité d'exploiter un maximum de choses depuis plusieurs années maintenant, quoi. Ok. Dans ces 2 années, tu dirais que c'était quoi le plus compliqué pour toi à ce moment-là? Le plus compliqué, je pense que ça a été de jauger la récurrence des revenus, trouver un système qui me permettait de générer une activité stable d'un côté. Ça a été le premier challenge. Et de l'autre, le fait de gérer ma confiance en moi et de me dire je suis capable d'aller chercher de grands projets et de grandes ambitions. Tu vois, pendant très longtemps, au début, j'ai joué petit. Je me cachais, je me rendais pas visible, je faisais pas en sorte qu'on me voie, etc. Donc voilà, j'étais beaucoup dans ma bulle. Par exemple, tu m'aurais proposé un truc comme ça, je t'aurais dit non. Parce que tu vois, je suis vachement timide, vachement réservée. Bon, après, le podcast m'a aidé aussi à sortir un peu de là. Et c'est vrai que, tu vois, ça a été tout un cheminement, avant toute chose, d'un point de vue personnel, l'entrepreneuriat qui m'a aidé moi aussi à grandir, à faire des trucs que j'aurais jamais imaginé, tu vois. Mais effectivement, ça a été l'aspect confiance en soi, ça a été un gros morceau chez moi. Ouais. Ouais, je le vois moi avec ma propre évolution. Un travail personnel sur soi à faire Ouais. énorme en termes d'état d'esprit, de confiance, plein de Ça choses. implique que voilà, les gens t'apprécient ou pas. Et du coup, moi, c'est un truc qui me terrorisait que quelqu'un me dise je ne t'aime pas, ou tu es nul, ou ceci, cela. À l'époque, ça me faisait flipper. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que je me cachais, tu vois, et que je me montrais pas trop. Ouais, tout à fait. Il faut risquer la critique, autant positive que Exactement. négative. Tu me disais tout à l'heure que tu sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Alors peut-être c'est les deux, mais est-ce que ce truc à faire, c'était à l'intérieur de toi? Je sens que j'ai, comment dire, quelque chose à faire, moi, à montrer ou dans lequel je m'épanouis, ou plutôt quelque chose en termes de business, etc., à faire. Là, il y a une niche ou quelque chose, quoi. En fait, c'était effectivement les deux, parce que d'un côté, d'un point de vue business, je sentais qu'il y avait des choses à creuser et à exploiter. Moi, j'ai commencé avec un e-book qui finalement est devenu après une formation. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en 2017, c'est ce qu'on vendait finalement des PDF. C'était pas encore la formation vidéo. Et je voyais toutes les entrepreneurs américaines, je voyais tout ce qu'elles faisaient, les offres, les projets, etc. Et je me disais, mais on peut faire ça aussi ici, quoi. Donc, d'un point de vue business, effectivement, il y avait cette idée de je sens que je suis sur un truc qui peut être vraiment génial et considérable et qui peut impacter plein de gens. Et aussi, de mon côté, en fait, il y avait un truc qui m'allumait à ce moment-là où je me disais, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je sens que pour moi et pour les gens, il y a un truc à aller creuser. Je ne sais pas si je vais me révéler. En fait, je pense qu'à ce moment-là, je n'avais pas le recul ni la confiance de me dire
que j'allais lancer un business qui aide plein de femmes ou pas. Mais en fait, je sentais, si tu veux, que pour moi, ça allait être un pivot, cette étape dans ma vie, que de lancer un business en ligne. Donc, tu es poussée par ces deux énergies-là. On nous demande si c'est dur à gérer la peur de l'échec à ce moment-là. Alors oui et non, dans le sens où, pour ma part, je vois vraiment pas ça comme des échecs, mais en fait, je considère tout comme des erreurs. Et aujourd'hui, j'ai encore peur de faire des choses, peur qu'elles ne fonctionnent pas, peur que ça ne plaise pas, etc. Mais dans tous les cas, je sais que au fur et à mesure où j'avance, j'aurai les clés pour toujours me remettre sur mes pattes, pivoter, apprendre de mes leçons. En fait, je pense qu'avec le temps, on a ce mindset de, certes, ça me fait flipper, mais j'y vais quand même. Hum. Et on a moins tendance à s'arrêter, à se mettre des barrières, même si la peur est toujours là, quoi. Ouais. Je dirais que les peurs, de toute façon, elles sont multiples en fonction aussi de notre personnalité. On a peur de l'échec, bien sûr. On a dit le regard des autres. Et Ouais. puis, il y a aussi souvent cette peur que ce soit pas parfait au moment où on se lance. Et tu le disais, j'ai commencé par un e-book. Est-ce que tu as eu cette impression de, il y a un moment donné, il faut faire, quoi. Donc, je me lance avec quelque chose et puis ensuite, ça augmente en qualité. Exactement. En fait, je l'ai beaucoup procrastiné cet e-book parce que je devais le lancer en début d'année. Et puis finalement, je m'étais trouvé plein d'excuses et plein d'autres choses à faire avant de le lancer. J'arrivais à la rentrée vers septembre. Je me dis, allez, c'est bon, j'arrête. Je crée la micro-entreprise en début de mois et puis je travaille à fond sur cet e-book. Mais effectivement, il n'était pas parfait. Mais voilà, je m'étais dit, c'est bien, c'est le meilleur que je peux donner, certes, à l'instant T, avec les outils que j'ai, et ça peut déjà aider des gens. Alors certes, après, je suis revenue dessus, je l'ai mis à jour, je l'ai remis en forme, etc. Mais disons que le mieux qu'on peut faire à l'instant T, il est suffisant pour notre audience, parce que très souvent, on regarde notre travail avec notre œil d'expert, et on se dit, ah, ça, c'est pas assez poussé, ça, je pourrais approfondir. En fait, il ne faut pas oublier que notre client idéal, il n'y est pas encore. Et donc, pour lui, déjà, c'est des informations qui sont hyper précieuses. Tout à fait. On est toujours à, on va dire, plus un d'expérience que quelqu'un, en Ouais, fait, quand c'est ça. on avance. Ok, 2 années comme ça, micro-entreprise. Et là, tu as un nouveau switch qui se fait, du coup, si je comprends bien, en 2020. Ouais, en 2020, c'est vrai que je démarrais déjà du coup l'année full-time sur l'activité d'entrepreneur où j'allais vendre mon expertise finalement. Le confinement arrive et en fait, ça a été un déclencheur pour moi dans le sens où j'ai vu le monde s'arrêter, plein de gens ne plus pouvoir travailler et moi, je pouvais le faire en fait. J'étais chez moi et grossièrement, le confinement n'a rien changé à ma vie parce que je travaillais déjà de chez moi. Donc, je me suis dit, là, c'est un peu ton moment, c'est à toi de faire quelque chose. Les gens sont sur Internet, tout le monde est connecté, donc si tu as envie de créer un impact, c'est maintenant. Donc, effectivement, j'ai travaillé pendant tout le confinement sur un programme qui est une formation sur le podcast, qu'initialement, je devais lancer avec une amie entrepreneur qui s'appelle Aline de The Bee Boost. En début d'année, on avait prévu de faire ce programme ensemble. Et puis finalement, pendant le confinement, elle me dit qu'elle travaille sur un autre programme qui est l'ancêtre de la BSB Academy. Et je lui dis, pas de problème, je vais prendre cette formation sur le podcast et je vais la faire. Donc, je m'y mets à fond et je sens que le truc m'anime. Moi, déjà de base. Je sens aussi qu'il y a de l'intérêt de par mon audience, qu'il n'y a pas forcément d'information ni de formation sur le podcast francophone, en tout cas à ce moment-là. Donc, je me donne à fond. Et en fait, quand je vais lancer cette offre-là, je me challenge comme je ne me suis jamais challengée jusqu'ici, où je fais des choses où je sors de ma zone de confort, j'introduis des masterclass en direct alors qu'avant, ça me terrorisait. Il y avait vraiment cette idée pour cette offre-là, je fais le maximum que je peux faire et je n'ai pas de regrets finalement sur la suite et sur ce que ça va donner. Il s'avère qu'effectivement, c'est un lancement qui a très, très bien marché, qui a été l'un de mes meilleurs lancements et qui, en fait, après, m'a mis, si tu veux, dans une dynamique où il y avait un espèce de momentum où je me disais à chaque fois, j'y vais, je teste parce que j'ai fait une fois, ça a bien fonctionné, donc je sais que si je reteste des trucs, ça peut être sympa, quoi. Ok. Parce que à ce moment-là, ça faisait combien de temps que tu avais le podcast, toi? Janvier 2019 et la formation est sortie en mai 2020. Ok. Donc j'avais déjà une audience, j'avais déjà des gens qui m'écoutaient, etc. Puis j'avais déjà fait quelques épisodes finalement sur la thématique du podcasting et j'avais senti que ça intéressait. Donc je me suis dit, moi ça m'a bien aidé pour mon business, à gagner en visibilité, à créer plus de liens avec les gens, à susciter de l'interaction et de l'échange. Je sentais que j'avais des choses à apporter, si tu veux, sur cet aspect-là. Et effectivement, c'est pour le coup, c'est un format qui s'y prête, hein, mais qui, depuis, de toute façon, a le vent en poupe et qui se développe encore de plus en plus. Donc, je pense que je suis arrivée au bon moment aussi, tu vois. Puis une semaine, peut-être 2-3 semaines avant, j'avais aussi été citée sur le site Forbes comme le podcast à écouter parmi d'autres. Donc, ça m'a bien aidé aussi. Tu vois, si tu veux, il y a eu tout s'est aligné pour que ça se passe bien à ce moment-là.
Oui, le petit coup de boost qui fait du bien. Exactement. Très bien. Donc, effectivement, là, tu as le podcast, tu sors ta première formation. À ce moment-là, tu es dans quelle énergie? Est-ce que c'est à fond que l'entreprise, etc. Ou plutôt doucement? 2020, c'était une année de folie, ou d'excès, de travail, de tout, en fait, dans le sens où j'ai fait ce lancement qui a bien fonctionné. En fait, ça m'a mis dans une dynamique où, d'un côté, j'étais hyper contente parce que la formation avait du succès, les gens allaient au bout, il y avait plein de podcasts qui sortaient. Donc, moi, ça me confirmait que ça, c'était OK, la formation est efficace et fonctionne. De l'autre, beaucoup de peur. Peur d'avoir autant d'argent à un moment donné, parce que c'était un lancement à ce moment-là à 30 000 euros. Et moi, jusqu'à présent, j'avais fait 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, il y a eu un écart entre les deux qui m'a déstabilisée, qui a fait naître énormément de peur et d'insécurité. Donc, en fait, je travaillais tout le temps. J'étais stressée tout le temps. J'étais tout le temps en train de me mettre la pression sur ce mois-ci, j'ai fait tel chiffre d'affaires, il faut que le mois prochain, je fasse la même chose. Sinon, ça va pas du tout. Sinon, ça veut dire que mon business va se casser la figure. Ça veut dire que je suis nulle. Voilà, ça veut dire tout ça. Donc, il y avait énormément de pression et j'étais pas du tout dans la gratitude pour ce que je faisais à l'instant T, parce qu'à chaque fois que je finissais un truc, je passais à la suite. Il n'y avait pas de repos, il n'y avait pas de je suis contente d'avoir fait telle chose ou ceci, cela. En fait, j'enchaînais. Jusqu'à ce qu'à la fin de l'année, je me rends compte que j'étais sur les rotules et que je ne me sentais pas mieux, qu'il y avait un problème quelque part et que certes, le fait que, si tu veux, l'argent qu'il y avait sur le compte, il ne m'a pas permis de me sentir plus en sécurité. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé au bout de plusieurs mois. Mais voilà, à la fois, ça a été hyper cool d'avoir mon business qui se développe, d'avoir beaucoup plus de clients qu'avant. Mais en même temps, d'un point de vue personnel, j'ai été hyper dure envers moi-même, si tu veux. Il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas d'équilibre vie pro, vie perso, puisqu'à ce moment-là, le centre de ma vie, c'était mon travail, quoi. Ouais, donc à ce moment-là, aucun équilibre. Est-ce qu'il y a un nouveau switch qui se fait par rapport à ça? Ouais, mais en fait, quand j'arrive en 2021, je me dis, je ne vais pas faire pareil. Déjà, j'arrive avec le mindset de je ne veux pas refaire ce que je viens de faire sur l'année 2021. Il y a forcément un moyen de continuer à avoir un business qui soit visible et rentable sans que j'y laisse ma peau, entre guillemets. Donc, j'ai tout de suite investi dans un coaching avec une coach mindset pour m'aider à aller finalement travailler sur moi, puisque c'était ça la source du truc. Et après, j'ai aussi repensé mon business dans le sens où toutes les stratégies que j'appliquais, que ce soit en vente, en marketing, etc., j'ai décidé de les revisiter pour apporter un peu plus d'intuition, de spontanéité, d'humain, de naturel, si tu veux, de revenir un peu à moi et ce que j'avais envie de faire plutôt que ce qui fonctionnait le mieux. Donc, il y a eu aussi beaucoup de phases de test finalement sur cette année 2021, mais qui aujourd'hui me servent. Et je suis contente, tu vois, d'avoir pris le pari de me dire, je change tout alors que ça a fonctionné jusqu'ici et je pars sur un truc que je connais pas. Mais en même temps, je sens que je suis plus alignée avec mon business, que j'ai besoin de recadrer les choses et de me remettre moi au centre de ma vie et faire en sorte que juste le business soit là à côté et qui me permette, si tu veux, de me sentir épanouie, de passer du temps avec mes proches, etc., quoi. Parce que en 2020, c'était pas possible, quoi. Ça n'existait pas, ouais. Okay. Ce que je trouve hyper intéressant dans ton parcours, c'est cette évolution. Il y a un aspect tout est possible, c'est-à-dire que quand tu dis que tu es passé de très très timide et réservé, et là, aujourd'hui, comme on te voit, on voit une évolution dingue. Et je trouve que ça peut donner espoir peut-être à des femmes qui disent c'est pas pour moi parce que justement je suis trop réservée. Ouais, carrément. Carrément. Et c'est tout un cheminement. Voilà, j'aime bien aussi reposer le cadre de. Il n'y a pas eu un switch comme ça où d'un coup je suis devenue une autre personne. C'est qu'en fait, j'ai vraiment fait les choses étape par étape, comme tu le dis. Au début, j'étais dans ma bulle. Ensuite, j'ai lancé le podcast, qui certes est juste le format audio, mais qui m'a permis déjà de m'habituer à prendre la parole, à m'exprimer, à ouvrir un peu mes horizons, susciter l'échange avec les gens, me faire connaître aussi d'un point de vue plus personnel. Au final, les gens là ont vraiment découvert ma voix. Une fois que j'ai été à l'aise avec ça, j'ai commencé à faire des stories où je parlais sur Instagram, tu vois, c'est vraiment venu petit à petit. Et comme ça me stressait beaucoup au début, j'écrivais tout ce que j'allais dire. Et ensuite, voilà, je faisais mon petit enregistrement et ça me permettait de mettre un pied, tu vois, en avançant, et tout en gardant une petite zone de sécurité avec mes notes où j'étais sûre de rien oublier, de ne pas bafouiller. Et ensuite, j'ai commencé à faire ma première masterclass. Après, j'ai fait des lives sur Instagram. Mais voilà, c'est un truc et c'est encore en process aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, je ne suis pas 100% entre guillemets à l'aise avec le fait de prendre la parole. Si là, tu me mets dans une salle avec 20 personnes et tu me dis de faire la même chose qu'on fait là, je vais bégayer, tu vois. Mais voilà, je sais que c'est un process qui est en cours et qu'effectivement, petit à petit, en fait, on a la possibilité
de s'ouvrir davantage. On ne va pas changer de personnalité, mais on va se découvrir des capacités qu'on n'imaginait même pas en fait. Oui, exactement. C'est faire avec notre personnalité, mais développer des capacités Ouais. qu'on ne développerait pas en temps normal. Ok. Donc, début de lancement de ta formation au sujet du podcast, mais tu devais être en France, c'était une des premières alors à le faire? En France, ça a été la première, ouais. Ouais, Ça a été la première. Ensuite, il y en a eu quelques-unes après, du coup, qui sont arrivées. Mais effectivement, j'ai ouvert le bal pour le coup. C'est ma petite fierté. carrément. Pour le coup, c'est un peu comme l'e-book dont je te parlais tout à l'heure, qui était sur Pinterest. Ça a été aussi le premier en francophone sur ce réseau social à ce moment-là. D'accord. Donc, au final, avec le recul, je me dis que j'ai peut-être aussi eu un peu de flair sur ces thématiques qui méritaient d'être exploitées et qui bénéficiaient pas encore assez de lumière. Ouais. Et là, ça me fait penser à est-ce que tu arrives maintenant de plus en plus à cibler tes points forts? Alors, c'est un process qui est en cours, mais effectivement, par rapport à avant, je fais beaucoup plus attention à moi, la façon dont je me sens, ce que j'ai envie de faire, ce que je suis en train de me dire quand je fais certaines choses. C'est vrai que c'est un raisonnement que je n'avais pas du tout avant. Mais maintenant, je sais comment je dois prendre mes décisions, je sais comment j'aime travailler, à quel moment. Enfin, effectivement, pour moi, c'est essentiel, en tout cas, de faire un travail sur soi, un travail de connaissance de soi pour s'épanouir, si tu veux, en business et surtout trouver un équilibre vie pro, vie perso. Parce qu'en sachant comment tu travailles, ce qui te stimule, ce qui au contraire te fait douter, etc., bah, tu mets plus de chances de ton côté et puis tu as la possibilité de prendre tes décisions et de t'organiser d'une certaine manière. Et tu te fais accompagner comment pour ça? Alors, Human Design. Ça, c'est un outil qui m'a pas mal aidé. Après, j'ai fait aussi des tests. Il y a le test du chronotype, par exemple, qui m'a beaucoup aidé dans ma façon de travailler. Donc, c'est un test qui est totalement gratuit, qu'on peut faire sur Internet. Et donc, en le faisant, je me suis rendu compte qu'effectivement, moi, j'étais très, très productive le matin et que je pouvais abattre le travail de 2 jours à ce moment-là. Donc, maintenant, quand je planifie mes semaines, je sais que l'après-midi, c'est pas le moment où je suis le plus apte à être efficace et productive, etc. Donc, je vais mettre des rendez-vous comme j'ai avec toi, des interviews de podcast ou ce genre de choses, où j'ai juste, entre guillemets, à partager des choses, faire la conversation. Et quand je dois produire des trucs, c'est le matin. Donc, ça m'a aussi aidé cet outil-là. Ok, test du chronotype. Et on disait justement qu'il n'y avait pas d'échec, plutôt des erreurs qui nous apprennent des choses. Est-ce que tu en as en tête que tu as faites et que tu ne referais pas aujourd'hui, mais qui seraient utiles peut-être à transmettre? Alors, j'en ai plein. Alors, je suis en train de réfléchir à celles qui pourraient être les plus intéressantes. On va passer les erreurs techniques parce que ça, bon, voilà, avec un peu d'attention, ça s'évite, il n'y a pas de souci. Je pense que le premier, ce que je pourrais considérer comme un échec que j'ai eu, ça a été, je crois, courant 2018. Donc, j'avais lancé quelques mois avant cet e-book Pinterest qui avait bien marché. Et en fait, j'étais partie du postulat que j'avais juste à reproduire ce que j'avais fait à ce moment-là pour une nouvelle offre qu'on m'avait demandé. Donc, j'ai passé du temps à créer cette offre, des semaines, etc. Puis finalement, une fois le moment du lancement venu, ça ne s'est pas vendu du tout. Alors que c'était un produit qui coûtait pas cher du tout, qui était à moins de 15 euros, mais qui ne s'est pas vendu. Mais parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'y avait aucune structure, il n'y avait aucune stratégie. Je n'étais pas formée. Donc, j'y suis allée un peu au talent en envoyant quelques emails à ma liste et en attendant les ventes ensuite, derrière mon ordinateur, comme ça, en attendant que les ventes arrivent. Donc, avec le recul aujourd'hui, je sais que bien évidemment, la vente a besoin d'un cadre, entre guillemets, et que ce qui compte, c'est surtout la phase de pré-lancement, finalement, où là, on va, entre guillemets, chauffer la salle, on va préparer les gens à ce qui arrive. Je n'avais pas du tout toute cette étape-là, si tu veux. J'étais arrivée vraiment du jour au lendemain avec « Salut, j'ai une offre et tu peux l'acheter ici ». Donc voilà, aujourd'hui, j'ai appris que c'était bien aussi de poser un cadre, de préparer les gens, de leur expliquer, d'interagir avec eux. Donc ça a été un coup dur sur le coup, mais qui, avec le recul, m'a beaucoup appris et m'a aidé à apporter plus de structure. Autre erreur que je pourrais partager qui pourrait être intéressante, c'est le fait de lancer une offre un peu trop rapidement par peur. Peur de ne pas réussir à maintenir le chiffre d'affaires, peur par rapport aux autres entrepreneurs et à la comparaison. Et donc, il m'est arrivé de vendre une offre avec laquelle j'étais pas 100% alignée et que j'ai lancée vraiment à la va-vite, qui s'était vendue à une personne à ce moment-là. Du coup, je l'ai faite quand même pour cette personne, mais avec le recul aujourd'hui, je me dis toujours, à chaque fois que je pense une offre, est-ce que déjà, dans un premier temps, ça s'intègre bien dans le style de vie idéal que je veux? Parce que ça aussi, c'est un raisonnement que je n'avais pas avant. Et comment je me sens par rapport à cette offre? Est-ce qu'elle m'allume? Est-ce que c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire? Ou est-ce qu'effectivement, je la lance parce que j'ai peur ou parce parce qu'il y a une raison pas très positive derrière? Donc voilà, ça a été un raisonnement à avoir que de ne pas m'emballer et de faire vraiment les choses à mon rythme, d'arrêter de regarder ce que font les autres
et de me concentrer sur moi. C'est essentiel. La comparaison, c'est quelque chose qui revient pas mal. Ouais. J'ai débuté un mastermind entre psychologues qui se lancent, enfin, Mhm. voilà, qui lancent leurs offres sur les réseaux, etc. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup, soit parce qu'on voit les autres faire, on dit bah, déjà plein de monde le font, donc moi, Exactement. je vais pas me lancer, ou elles sont tout le temps, tout le temps, tout le temps présentes, et moi, j'ai pas l'énergie d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps Ouais. présente. Et il y a cette comparaison, j'imagine que toi, tu l'as vécu aussi. Ouais, complètement. En fait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi je travaillais pas autant que mes copines entrepreneurs, c'était même des copines, hein. Pourquoi est-ce que, par exemple, elle arrive à être tous les jours sur Instagram à mettre une publication, alors que pour moi, c'est difficile d'en mettre deux, trois dans la semaine. Pourquoi est-ce que elle est à tel stade finalement de son business, alors que moi, c'est lent. Enfin, c'est sûr que ça a été un long process jusqu'à finalement comprendre, moi c'est le human design qui m'a beaucoup aidé là-dedans, que chacun finalement avait sa façon de fonctionner et chacun avait son moment, son parcours, son histoire et son timing, et que du coup la comparaison, ça n'aide absolument pas. Donc ce que j'ai appris à faire, déjà, c'est à plus consommer le contenu de personnes qui me culpabilisent. Tu vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, je me désabonne pas forcément, mais je mets les gens en sourdine si je sens que tu vois, ça déclenche un truc pas cool chez moi. Et donc, je fais un peu le ménage autour de ce que je consomme pour être sûr qu'à chaque fois que je suis là, je me sente bien. Ça, c'est important. Il y a une phrase qui dit qu'on ressemble aux 6 personnes qu'on côtoie le plus. Alors, ça dans notre entourage, mais c'est dans l'idée, effectivement, faire attention à qui on suit, qui on regarde et faire attention à ce que ça nous inspire et nous provoque des émotions plutôt positives et de la motivation plutôt que l'inverse, parce que sinon, ça Ouais, nous plombe. exactement. Alors, à quoi ça ressemble une vie d'entrepreneuse qui entreprend avec douceur et respect de soi? Je pense que effectivement, une bonne connaissance de soi, c'est la base, à travers différents tests, à travers différents outils, voilà, en fonction de ce avec quoi chacun répond. Mais pour moi, ça, c'est la base parce que au plus tu te comprends, au plus tu es en mesure de construire un business sur mesure et qui te convient à 100%. Donc, j'ai appris à m'écouter. Aujourd'hui, je pense que je ne pourrais plus travailler comme je le faisais en 2020, pour te dire, avec la position où je suis aujourd'hui, l'état d'esprit, etc. Je sais que voilà, ce rythme-là, il est plus tenable. Mais je pense qu'avant tout, c'est de l'écoute de soi. À partir du moment où tu fais l'effort de creuser un peu qui tu es, comment tu fonctionnes, c'est important ensuite qu'avec toutes ces informations, tu prennes tes décisions. Si tu sens que là, tu n'es pas dedans, que c'est difficile ou que tu es fatigué, en fait, laisse-toi du temps, c'est pas grave. Le monde ne va pas s'écrouler si tu prends du temps pour toi et si tout va bien. Donc, je pense que ça, c'est un des trucs primordial. Et le deuxième, ce serait l'aspect fun et plaisir dans le business. À partir du moment où ce que tu fais, ça te procure de la joie, ça te rend créatif et créative, ça te stimule de plein de façons. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. Et le business n'est presque plus un travail, c'est vraiment juste une espèce de plaisir, quelque chose qui t'accompagne au quotidien et dans lequel tu peux voilà, construire des trucs très, très sympas s'il y a cette partie de je m'amuse, je fais ça dans le fun, à la fois pour moi, mais aussi pour les gens, quoi. Et c'est une question qui revient dans ces cas-là. Est-ce que ça, on ne peut pas l'obtenir qu'une fois qu'on a tout donné et que on a une forme de succès? Et dans ce cas-là, on peut ralentir. En fait, je pense pas. Je pense vraiment qu'on n'a pas besoin de souffrir, entre guillemets, pour arriver à un certain résultat, mais que ça implique, dès le départ, en fait, d'être ouvert au fait de travailler sur soi, pourquoi pas de travailler avec quelqu'un. Très souvent, en fait, les personnes comme moi, hein, qui vont à fond et qui tapent dans le mur pour se rendre compte que ça va pas, c'est parce qu'on n'écoutait pas, en fait, ce qu'il y avait autour de nous et on était dans ce schéma de pensée de il faut que je fasse plein de trucs pour obtenir des résultats. Il faut que je sois sans arrêt dans le faire, 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 faire pour que quelque chose arrive. En fait, quand tu as des œillères comme ça, il n'y a pas moyen de t'arrêter, à part si effectivement tu te rencontres un obstacle à un moment donné, puis là, tu vas te rendre compte que bah, tu as fait énormément de choses, mais ça ne t'a pas forcément apporté énormément de résultats, ou alors tu les as eus dans la douleur. Il y a bien évidemment autant de façons de faire qu'il y a d'entrepreneurs, mais je pense que c'est vraiment comment on se positionne, si tu veux, dès le début. Si dès le début, tu es ouvert à tout ça et que tu es prêt à faire le taf sur toi, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de passer par la case je me donne à fond, je souffre et ensuite j'aurai le droit de me récompenser en me construisant un business qui me convient. Et il y a la notion aussi, c'est pas parce qu'on est tout le temps à fond qu'on est plus productif, en fait. Ah ouais, complètement. Mais c'est rare qu'on soit tout le temps productif en étant à Ouais. fond, quoi. Et ça revient aussi à cette notion de peut-être pas être dans l'illusion que une fois qu'on aura passé un palier,
on sera zen et tout sera OK. Parce que tu le disais, par exemple, le fait de gagner beaucoup d'argent d'un coup t'a mis en insécurité totale ou à chaque fois, il y a des paliers qu'il faut gérer. Ouais, de toute façon, je sais plus s'il y a quel coach qui disait ça, mais l'argent ne résout que les problèmes d'argent. Donc, peu importe où tu en es, si tu vas pas creuser au fond du problème, ça ne va pas du tout arranger ton problème, quel qu'il soit, à l'instant T. Donc, voilà, il y a ce travail de revenir à soi qui est important et aussi de se dire qu'il y a pas forcément de circonstances extérieures qui vont avoir un impact considérable sur notre vie, mais que c'est à nous de faire ce job-là. Quelle est aujourd'hui ta vision, du coup, de ton entreprise, de ce que tu as envie de transmettre au quotidien? Aujourd'hui, je pense que je suis sur un bon truc. J'ai testé pas mal de choses l'année dernière, mais aujourd'hui, ma vision, c'est de développer une entreprise qui permette à chaque personne qui se reconnaît un peu dans mon audience de développer un business qui soit rentable, mais surtout en fonction d'eux. Puisqu'avant, ce que j'enseignais, c'était des méthodes pas à pas, des systèmes, des process, des stratégies comme ça. Et aujourd'hui, il y a plutôt une démarche on t'aide à créer un business sur mesure et une méthode de travail et une stratégie de communication et de vente avec laquelle toi, tu te sens bien avant toute chose. Je ne me contente pas de te dire j'ai fait ça, ça m'a apporté tel résultat, fais-le. Mais on s'arrête vraiment pour aller chercher ce que tu as envie de faire, ce avec quoi tu te sens OK, ce qui ne te plaît pas. Donc, il y a vraiment cette démarche d'apporter plus de l'humain et de la personne autour de chaque décision business qui est prise. Okay. Et donc aujourd'hui, le podcast et l'accompagnement à développer son entreprise, ça va être deux choses différentes ou c'est relié? C'est deux choses différentes dans le sens où il y a le cours effectivement sur le podcast qui apprend comment lancer et développer son podcast pour gagner en visibilité. Et à côté de ça, il y a différents programmes en fonction du moment de l'année où là, parfois c'est sur des thématiques très précises comme sur la vente, ou parfois c'est un programme bien plus complet, on va dire, avec les différents aspects du business. Mais effectivement, ce sont deux entités distinctes. Et tu accompagnes les femmes qui sont à tout degré de leur développement d'entreprise? Non, pour le coup. Moi, alors, j'ai aucune offre pour les gens qui se lancent, qui souhaitent se lancer, mais je m'adresse plutôt à des entrepreneurs qui sont déjà en activité, qui génèrent déjà des revenus et qui sont dans une phase où ils sont prêts à aller chercher plus, à se challenger et à aller chercher plus loin. Moi, c'est ce qui m'anime et c'est le genre de profil avec lequel j'aime bien travailler aussi. Donc, mes offres s'adressent à des entrepreneurs, oui, qui ont déjà un peu d'expérience. Ok, très bien. Et donc, quelle est ton offre du moment? Je sais qu'il y en a une en ce moment. Mon offre du moment, c'est Limitless by Design. C'est un programme de la vente, sur la vente, pardon, en accord avec son Human Design que je fais avec une coach en Human Design. Parce que du coup, ce n'est pas une des compétences que je maîtrise au point de l'enseigner. Donc moi, je suis moi-même en période de découverte et j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Je l'ai intégré à mes programmes et ça a apporté des résultats qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà, j'ai proposé à cette coach de faire le programme sur la vente avec moi et d'y apporter son expertise pour que chaque membre puisse construire sa stratégie de vente en fonction de lui-même finalement. Et pour celles qui nous regarderont en replay, qui ne connaissent pas, comment tu pourrais décrire en quelques mots le Human Design? Alors, c'est un outil de connaissance de soi qui est basé sur la date, l'heure, le lieu de naissance et qui, du coup, va nous permettre j'aime bien dire, prendre connaissance de notre pouvoir circonstanciel parce que ça va nous aider à comprendre comment est-ce qu'on, entre guillemets, doit prendre nos décisions, ce qui fonctionne le mieux pour nous, comment on travaille, la façon dont on aime communiquer. En fait, il y a différents types en Human Design et chacun, il y a des types qui sont énergétiques, il y en a d'autres qui ne sont pas énergétiques. Tout à l'heure, tu disais par exemple que tu avais des personnes qui se comparaient à d'autres entrepreneurs et qui se disent je ne comprends pas, elle est là tous les jours alors que moi, je n'ai pas l'énergie pour ça. En fait, le Human Design peut te confirmer cela en te disant qu'effectivement, tu n'es peut-être pas un type énergétique et c'est tout à fait OK. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas y arriver. C'est juste que toi, tu dois faire les choses d'une manière différente pour que tu te sentes bien et efficace finalement dans ta façon de faire. Donc, c'est un outil qui va vraiment aller chercher auprès de chaque personne ce qui fonctionne le mieux pour elle. Ok. Donc, c'est vraiment l'idée il n'y a pas un modèle, et ça marche pour tout, même en tant que salarié, peu importe dans la vie, il n'y a pas une manière de faire, un modèle, mais chacun, en fonction de son énergie, va s'y adapter. Et plus on s'écoute et on s'adapte à sa propre énergie, à son propre rythme, plus on va avoir des résultats satisfaisants après. Ouais, plus on va être aligné, et plus on va pouvoir sentir et vivre l'aspect je développe mon business, mais avec douceur et en écoute de moi-même. Et je trouve ça important de transmettre cette idée parce que, encore une fois, on le retrouve partout. Par exemple, la notion du miracle morning ou ces choses. C'est hyper intéressant comme outil,
Sauf que on va vite dire, bah voilà, il faut que tu te lèves le matin à telle heure, ensuite que tu fasses telle méditation 10 minutes, ensuite du yoga, ensuite nanana, et que tout soit le ménage, il faut que tu fasses le matin, bon, etc. Et que tout soit calibré comme ça. Et je pense que ça, c'est une erreur. Il faut vraiment voir les choses comme, OK, je prends un outil, mais ensuite je l'adapte à moi, ma façon de faire. Il y en a qui vont être plutôt du soir. Il y en a, OK, le matin, mais le matin, je suis hyper active, donc je vais faire des choses vraiment qui bougent, au contraire en douceur. Vraiment d'adapter, de personnaliser à soi. C'est ça. Pour moi, c'est l'essence, hein, pour un business dans lequel tu te sens bien et qui soit pérenne, en tout cas, c'est essentiel. Et parce qu'aussi, on est beaucoup, alors, principalement quand effectivement on entreprend et que du coup on a des horaires un peu en décalé, etc., on va parfois culpabiliser de se dire oh, bah, ce matin, justement, je me lève plus tard, mais en fait, sans se rendre compte que la veille, on a travaillé jusqu'à 22h ou l'inverse. Et donc, revenir à l'écoute. C'est ça. Parce que tu vois, tu as des personnes qui peuvent travailler entre guillemets, 8h à 18h sans problème. Et puis, tu en as pour qui travailler 3-4 heures par jour, c'est le maximum. Ensuite, elles ont besoin d'une pause, elles ont besoin de faire autre chose. Et tu vois, c'est tout à fait OK. Mais je pense que, voilà, pour pas te mettre trop de pression et être trop dur avec toi-même, effectivement, aller chercher des outils qui vont te permettre de savoir comment tu fonctionnes, c'est hyper important. Moi, ça m'est arrivé quand je me suis lancée en libéral, que j'ai ouvert mon cabinet il y a 1 an et demi de psychologue. Au départ, je me suis calée sur le rythme des autres. Alors, je me suis dit, je me connais, moi, je ne fais pas un rythme trop intense, donc je vais faire un petit peu moins. Et donc, du coup, au bout de quelques mois, j'avais des douleurs chroniques, je n'étais pas bien du tout. Enfin bon, c'était la cata. Et je me disais, je culpabilisais encore plus, parce que je me disais, je fais déjà un peu moins que ce que font les autres. Et je ne suis pas bien, donc ce n'est pas normal. Et en fait, j'ai tout mis sur pause, j'ai pris des vacances, j'ai recommencé différemment. Et mon Dieu, quel changement à ce niveau-là. Et ça m'a permis de créer d'autres choses à côté. Extrêmement important de ne pas faire en fonction des autres. Oui. OK. Est-ce que tu as des projets, du coup, aujourd'hui, ta vision peut-être à plus long terme? Est-ce que tu sais ou tu es plutôt feeling? Comment tu fonctionnes? Non, je suis plutôt feeling. Je ne suis pas très long terme pour le coup. Je suis une personne qui n'arrive pas vraiment à me visualiser dans les années à venir. Mais disons que le plus gros projet actuellement, c'est le livre que je suis en train d'écrire, qui du coup va être sur le podcasting et l'entrepreneuriat, qui va sortir à la rentrée de septembre. Disons que c'est mon gros projet du moment, quoi. C'est génial. Du coup, on est venu te chercher, c'est ça, pour ce livre? Ben oui, grâce à mon podcast. C'est ce qui me fait halluciner dans le web, c'est qu'au final, il y a une éditrice qui est tombée sur mon podcast, qui a écouté, qui a bien aimé, puis qui m'a écrit, il m'a proposé d'écrire un livre finalement sur tout ça. Et donc, je n'avais pas prévu d'écrire un livre, mais je me suis dit, ouais, pourquoi pas en fait. C'est une belle opportunité, autant la saisir. Donc, du coup, ouais, ça m'est un peu tombé dessus, mais j'en suis très contente. Vraiment, c'est génial. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu partager aujourd'hui ou selon toi, on a fait le tour des points principaux? Ben, je pense qu'on a tout dit. Après, s'il y a des gens qui ont envie d'aller explorer peut-être un peu plus ce dont on a parlé aujourd'hui, il y a le podcast, puis il y a plus de 180 épisodes et qui permettra d'aller chercher un peu plus loin. Mais je pense que pour l'essentiel, pour un premier contact avec les gens, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'infos. Il y a déjà beaucoup d'infos. Donc, le podcast, oula, tu vas me dire mieux que moi? Build Yourself. Build Yourself. Build Your Podcast, c'est ton Instagram, non? C'est la formation. C'est la formation, ah voilà. Build Yourself, avec mon accent. On te retrouve effectivement sur Instagram. C'est ça? Instagram et le podcast? Oui, c'est ça. C'est mes deux plateformes principales. OK. Je te remercie énormément. Mais avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. C'était très riche et j'espère que ça en inspirera certaines pour oser. Voilà. J'espère aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie plus zen au quotidien.